Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 174. Alors, dans cette chronique, je vais essayer de définir ce que certains appellent une réussite, qui, pour ma raison personnelle, est un véritable fiasco, ce que je définirais comme étant la conséquence de ce qui s'est passé en Ukraine, lecture de l'analyse du capitalisme libéral, l'Euromaïdan bien entendu, dans ce qu'on pourrait constituer comme étant un véritable fiasco, je dirais, dans la marmite ukrainienne. Alors, pour rentrer à la matière, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement je soutiens le Kosovo serbe pour différentes raisons, car pour moi le Kosovo est une aberration, étant donné que ce n'est qu'un satellite américain, et l'indépendance du Kosovo est une aberration même au niveau, je dirais, juridique. Alors il y a près de 10 ans, le Vidéodrome prenait l'idée que le Kosovo, un endroit que peu d'Américains savaient placer sur une carte, était important pour eux. Cet endroit avait besoin d'indépendance, pour des questions que je vais bien expliquer, pour justement faire le lien avec la crise du capitalisme libéral ukrainien. Alors, le citoyen endetté, je dirais, en faillite de cet empire américain, a mobilisé des millions de personnes pour, je dirais, soutenir cet État terroriste. L'une des bases du monde pour l'héroïne, l'esclavage, je dirais, le trafic d'organes, qui est aujourd'hui connu de tous, même si Kouchner est encore en train d'aujourd'hui de ergoter pour nier l'évidence. En fait, c'est la plus grande base de l'armée américaine à l'extérieur des États-Unis qui a jamais été construite. Alors, je m'explique, en dehors des bases américaines qui sont présentes dans les pays du Golfe, les Américains avaient besoin d'une base définitive, se méfiant effectivement que l'Italie ou d'autres pays, pour ne citer que lesquels, puissent un jour dire aux Américains: prenez vos clics et vos claques et sortez de notre nation. L'indépendance n'a jamais réellement été définie, puisque, comme je viens de le dire, les États-Unis sont opposés aux nations et au nationalisme. Rejetant toute forme d'indépendance ou de souveraineté, le système n'a pas signifié, je dirais, le mot, si on peut s'exprimer ainsi. Le Kosovo a été placé sous un conseil d'adhésion américano-européen qui est devenu fatalement, in fine, son indépendance. Alors, bien entendu, l'héroïne et les prostituées continuent à circuler librement dans cette zone, juste de l'autre côté des tours de garde du camp Boomstill. Dans la mesure, je dirais, où une zone est obscure, le régime peut mentir à son sujet sans craindre d'être exposé. Et toute partie du monde potentiellement riche, je dirais, de la richesse minière du Kosovo, convoite, mais opposé à l'impérialisme américain, qui trouvera bientôt son peuple, je dirais, écrasé et même gazé au nom des droits de l'homme. Alors, pourquoi j'ai pris le Kosovo comme exemple, qui le Kosovo est quand même une terre des Serbes, se trouve la plupart de leur
cathédrales, leurs églises, une terre historique, qui aujourd'hui a été arrachée pour une population qui est venue petit à petit peupler par la démographie ce pays. Et finalement, les Américains ont trouvé qu'il était tout à fait de bon ton et de bon aloi de déclarer l'indépendance pour les chefs mafieux comme Hashim Tachi, qui a des relations très proches avec la CIA. Et de l'autre côté, bien entendu, l'intérêt, comme je viens de l'expliquer, pratique des Américains d'utiliser cette enclave comme étant une base. Alors, revenons à l'Ukraine, où les émeutes violemment, ambiguës, je dirais même démoniaques de 2014 ont été orchestrées par les États-Unis, on le sait. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus eux-mêmes, de McCain, ou même des responsables, politiques des think tanks comme David Friedman. Alors on sait maintenant que les agents américains des secteurs publics et privés ont été impliqués dans l'organisation de campagnes populaires destinées à détruire ce qui restait du pays, ce qu'on appelle la grande braderie à l'Est. Le même scénario a été utilisé en Serbie, en Géorgie, en Syrie, en Iran, en Libye, dans les États du Golfe, en Turquie assez brièvement du reste, en Chine et dans certaines parties de l'Asie centrale, et même en Arménie. Il est heureux que tous n'ont pas réussi. Alors, en Ukraine, Geoffrey Piat, du département d'État américain, a ramené de l'argent américain pour lancer la campagne contre Yanukovych, remettant en scène Radio Free Europe, qui était déjà, elle, très active à l'époque de l'URSS, et plus particulièrement en direction des pays du Comecom ou du pacte de Varsovie. Alors cette radio qui a été réactivée, je viens de nommer Radio Free Europe, et les médias ukrainiens sous contrôle occidental, et en particulier le Kiev Post, ont commencé bien entendu à promouvoir, les rumeurs d'une invasion russe. Vous savez, la même rumeur que pendant des décennies on nous a raconté où les Russes seraient à Strasbourg, où depuis fort longtemps nous étions victimes du dollar américain. Enfin bon. Alors c'est cette fameuse rumeur d'une invasion russe fondée sur l'obscure question du désir de Kiev de rejoindre l'Union eurasienne, George Soros, que certains décrient parce qu'effectivement peut-être trop encombrant, trop visible pour ses principaux soutiens, que ce soit les trafiquants de réfugiés ou de migrants, ou son aide directe à des mouvements peut-être plus salaces tels que les Femen. À noter que certains capitalistes n'assument pas tout à fait l'entièreté. Alors, bien entendu, je reviens à ce sinistre Soros qui a créé le centre des médias de crise ukrainienne, où il a su mettre également son Open Society au service, alors que des fonds publics et privés étaient allés à la construction d'un mouvement de protestation. Le veto d'un accord avec l'Union européenne était, important pour les élites de New York, même si était, probablement presque totalement inconnu des Ukrainiens. C'est pourquoi la rébellion spontanée a commencé, avec cela. Alors, la méthode de manipulation publique-privée des médias, des images et même de la langue est bien connue de plusieurs monographes. Et même, certaines monographies, certains outils importants qui ont été publiés à ce sujet. Pourtant, je voudrais dire que, encore et encore, les organisateurs, de cette affirmation prétendent que les révolutions sont spontanées, la blague.
Les universitaires et les têtes qui parlent, les experts instantanés créés par le système, répètent sans cesse, je dirais, la même ligne officielle. Vous savez, cette fameuse théorie de Goebbels, quand un mensonge est crié fort et longtemps, il devient vérité. Alors, en général, l'élite occidentale mobilise des éléments urbains privilégiés de la population, utilise ses propres organisateurs et son personnel des médias, et crée bien entendu des émeutes en mettant en place des organisations locales. Ils reçoivent de l'argent, de l'équipement, des technologies, une idéologie et même des dirigeants avec un scénario à suivre. Je vous invite également à lire, et je me le répète encore une fois, le livre de Gene Sharp, le père fondateur des différentes révolutions orange, de la dictature à la démocratie. Par contre, cette fois-ci, ce n'est pas une lutte non violente. Étant donné qu'il fallait absolument mettre en place une structure, la violence est encouragée et je dirais toutes sortes de provocations appropriées sont fournies. Une poignée à l'ouest souligne le fait que la trajectoire est identique dans chaque cas. Beaucoup trop, je dirais, de signes de protestation, je dirais, sont en anglais déjà. Et pour un pays qui appartenait à l'Union soviétique, et dont le russe fut la langue, ou parfois l'allemand, ou même le polonais, ou le roumain, quand on a constaté que la représentation anglaise était surreprésentée. Et puis surtout, je voudrais dire qu'il n'y a pas de mission idéologique claire. Les médias d'entreprise rapportent ensuite que cette partie obscure du monde était dirigée par un terroriste, également un tyran. Pour la gauche, le système dira que le gouvernement assiégé était conservateur et parfois de droite. Les militaires, pour la droite, ils diront que les gouvernements en question étaient opposés aux intérêts américains ou hébergent des terroristes. Et dans de nombreux cas, des centaines plus sont tués. Les ennemis, je dirais, ostensibles et officiels des États-Unis sont financés et armés. Bon. Un nouveau gouvernement prend le relais, privatise immédiatement tous les actifs qui avaient fait ce pays une cible. Les constitutions sont réécrites, selon bien entendu les desiderata du plus fort, et le code pénal révisé pour veiller à ce qu'aucun agent américain ne soit poursuivi. La même problématique du tribunal pénal international, les Américains ont fait un chantage de ne plus financer l'ONU si effectivement ils étaient poursuivis pour l'Irak, l'Afghanistan, etc. Ensuite, je dirais que le gouvernement en question est appauvri et sans légitimité. Les actifs de l'État ont été liquidés et achetés par des conglomérats occidentaux sur la base des principes du marché libre et même, je dirais, de la primauté, entre guillemets, d'un droit factice. On voit des personnes étranges dans les postes de cabinet portant des noms sans grand lien avec l'origine ethnique en question. Le FMI et la Banque mondiale mettent en garde contre la politique du gouvernement et pourtant donnent des milliards dont ils savent qu'ils ne seront jamais remboursés ni utilisés correctement, qu'à cela ne tienne. Quelques mois plus tard, je dirais que les principaux médias commencent à divulguer des documents indiquant que les manifestations étaient organisées par la CIA et que la révolution, finalement, au fond, fut un échec, car elle n'a pas réussi à séduire l'entièreté de l'Ukraine, faisant fi de la partie Est. Et finalement, au fur et à mesure que le temps passe, les récits liés à cette pseudo-révolution parlent nonchalamment de la révolution spontanée, populaire, contre le tyran, et si ce n'était toute évidence vrai. Alors après plusieurs années, presque tout le monde jette, je dirais, la ligne d'origine sans critique, presque avec des reportages dans
les médias selon lesquels tout était mis en scène, pseudo-intellectuel, le pseudo, je dirais, intellectuel américain porte alors en lui un conflit conceptuel qui rend psychologiquement impossible toute rébellion réelle contre le système. C'est précisément la nature de la révolution de couleur, de la place Tiananmen à Kiev. Bien sûr, ce qui précède n'est vraiment que pour les révolutions réussies. La mentalité reste la même. À Kiev, par exemple, le gouvernement installé, je dirais, violemment au pouvoir est instable et les membres du cabinet sont des citoyens américains tels que Nathalie Jaresko, qui tire parti des nouvelles lois autorisant ce genre de choses. Qu'à cela ne tienne, même s'il faut s'appuyer sur des mouvements comme Pravi Sector ou comme Sloboda ou Centre Droit, qui sont des mouvements ouvertement néo-nazis, ce n'est pas grave, ils font le boulot. Alors, aucun de ces étranges, je dirais, nouveaux dirigeants ne sont des acteurs ou des philosophes. Mais soyons honnêtes, ils sont tous liés au fonds d'investissement et à l'université d'Harvard, et même certains conseillers de l'université de Chicago. Alors, aux États-Unis, par exemple, cette personne doit des millions d'arriérés d'impôts, et la loi ne s'applique pas normalement. Elle a apparemment reçu l'ordre de gérer les finances ukrainiennes afin d'accélérer le transfert d'argent aux États-Unis, parallèlement de voler pour payer sa dette fiscale. C'est là aussi la problématique. Beaucoup d'individus qui furent très endettés, mais dans des places importantes, avaient énormément le trouillomètre au maximum afin de se faire rattraper par la justice économique. Et ont trouvé finalement dans certains pays de l'Est un moyen de renflouer les caisses. Bien entendu, il n'est peut-être pas, je dirais, nécessaire de mentionner que le code pénal a été réécrit pour, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, légaliser tout cela. Alors, en mars 2015, 3 ministres du gouvernement ukrainien à Kiev sont ni ukrainiens, ni citoyens au sens moral du terme. L'un est lituanien, bon. Un autre est géorgien, tous formés aux États-Unis. Les nationalistes ukrainiens ont été utilisés et mis, je dirais, au rebut pour la deuxième fois en 10 ans. Leur mouvement nationaliste s'est révélé être un front oligarchique violemment anti, je dirais, nationaliste occidental laïque, si ce n'est que athée. Et encore une fois, ils croient que c'est pour une Ukraine indépendante, en prenant en charge, je dirais, leur passé, faisant l'éloge de la division d'Asreich, n'hésitant pas également à faire manifester, reprenant du service des personnes octogénaires habillées avec des uniformes de la SS. Et cela, je dirais, se produira encore une troisième fois, une quatrième fois, sans tout processus d'apprentissage et de compréhension, voire même, chez certains, on pourrait qualifier d'un certain embarras. Rappelez-vous, à la terrasse de la mairie, un certain Bernard-Henri Lévy, en train d'acclamer la foule, et dont certains lui rendaient en faisant des saluts romains, on va dire comme cela. Alors des mercenaires et des milices nationalistes condamnés hier sont financés aujourd'hui pour combattre la Russie à l'Est. Tout est bon à prendre. Une grande partie de l'armée ukrainienne, Ragtag, presque entièrement financée par le contribuable américain, a en grande partie déserté. Il suffit de voir les désertions quand il était question d'attaquer le Donbass et également l'aéroport Mariupol. Donc, la sénatrice, je dirais, Inoff, a utilisé des images de la guerre de Géorgie au Sénat pour affirmer que la Russie a envahi l'Ukraine. Alors après le bobard
de la fille de l'ambassadeur du Koweït, qui n'a jamais mis ses pieds au Koweït et qui est restée aux États-Unis en attestant qu'elle avait vu les gardes républicaines irakiennes jeter des bébés sous couveuse à terre. Après ce bobard-là, ou le bobard des armes de destruction massive en Irak, nous avons effectivement le bobard de la fameuse guerre de Géorgie, copié-collé pour justifier une guerre contre la Russie en Ukraine. Bon. Et surtout dans l'espoir de déclencher une guerre. Alors l'exposition de cette fraude n'a eu aucune répercussion. Comme on dit aux Américains, il n'y a pas d'argent pour le chômage, l'éducation ou les frais médicaux. Les dépenses des élites milliardaires du monde, des traîtres et des mercenaires ukrainiens, par contre, eux sont payés. Alors, le néoconservateur rejette toute forme de protection sociale, ça il faut bien le comprendre, pour les Américains, mais préconise de dépenser une petite fortune pour conserver des milliers de parasites dans les milices, les armées mercenaires, les colons ou les activistes politiques, ce qui était quand même assez étonnant. Alors malgré toute cette folie, parce que je considère que c'est une folie, le 15 février 2015, les banques américaines, à travers la fiction du FMI, ont envoyé 40 milliards de dollars supplémentaires à l'Ukraine, dont ils savent qu'ils ne seront jamais retrouvés, soyons honnêtes. La majeure partie de cette somme provient probablement des fonds de sauvetage que le contribuable américain était obligé de donner aux personnes qui ont détruit leur économie en 2007. Le FMI est un consortium de banques d'élite dans l'ouest du pays et n'a aucun lien avec aucun gouvernement. L'histoire de l'Ukraine depuis l'indépendance est une histoire potentielle dilapidée, des conséquences, je dirais, de la corruption et des conséquences d'une, je dirais, éducation amorale. Alors, en tant que parti de l'Union des républiques soviétiques socialistes, la population a été élevée pour accepter la vision, je dirais, certaines visions matérialistes du monde, c'est-à-dire que le développement technologique, les changements qui en résultent dans les intérêts de classe déterminent l'histoire. La psychologie de la littérature et tout ce qu'on peut aujourd'hui comprendre, bien entendu, ça ne s'applique pas à l'URSS. Le système soviétique était, je dirais, bien supérieur au chaos actuel, et ça, sans discuter. L'Ukraine est passée d'une grande puissance industrielle industrialisée, également un grand grenier à blé, à une quatrième contrée mondiale sans avenir, je dirais, prévisible. Et cela crée la mentalité à court terme qui encourage les gens à tirer le meilleur parti de ce qui existe déjà plutôt que de bâtir l'avenir. Maintenant, il faut être honnête, finalement au fond, les médias, je dirais, américains, sans la moindre idée de ce qu'était l'Ukraine, ou ce que fut effectivement un Ukrainien, ont pontifié, je dirais, l'ordre du jour libéral et occidental de Yushchenko et de son équipe, n'ayant bien entendu aucune idée de leur adhésion à cette idéologie. Ils ont rapporté ce qu'on leur avait dit. Bientôt, le vainqueur de l'élection, Yanukovych, fut évincé pour la première fois et Yushchenko fut installé. Alors finalement, rien n'a changé lors du coup d'État de 2014. Les résultats étaient identiques, les institutions journalistiques universitaires occidentales ont refusé d'en apprendre quelque chose. La même trajectoire se produit, le même agenda économique, les mêmes forces secrètes, et pourtant, je dirais, les élites utilisent les mêmes slogans et des histoires de couverture purement politiques.
Je dirais même que les nouveaux gouvernements ont commencé à violer le pays, à vendre tout ce qui paraissait précieux et l'envoyer aux créanciers occidentaux. La majeure partie est allée dans des comptes bancaires secrets. La presse occidentale a cessé de parler de révolution orange. Le second coup ayant immédiatement, je dirais, vendu 25% du PIB restant du pays. Le chômage en 2005, 2006 et 2015 reste environ de 50%. Bonjour la réussite du capitalisme libéral, en rejetant les méthodes statistiques des agences officielles, et l'acier était finalement, ma foi, la seule chose qui rapportait de l'argent. Mais la grande problématique, c'est qu'aujourd'hui, l'acier se retrouve dans des territoires qui ont fait sécession. Alors, si on peut préciser au niveau économique, aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas d'économie. Il s'agit d'un système de négoce et d'échange sur le marché noir, par le biais de canaux informels, beaucoup plus puissants que ceux formels. Les gangs criminels et mafieux étaient trop puissants pour engager des poursuites. Leur activité n'était donc plus criminelle, finalement, au fond. C'est quand la criminalisation, je dirais, est devenue le modus operandi, le mode opératoire. Par exemple, Sergueï Taruta et Igor Kolomoïski ont rapidement été nommés par le gouvernement sous commandement occidental, qui a pris le pouvoir lors de ce deuxième coup d'État. Leur travail, précisons-le, consistait à liquider toutes les industries rentables, en particulier celles, de l'Est du pays, et c'était le but de toute opération de coup d'État, sans penser également, sans oublier, les promesses faites à Monsanto. Alors, c'était une opération de recouvrement de créances. L'Orient, opposé à ce second coup, comme ils l'ont fait le premier, s'est révolté et l'impasse actuelle de la guerre civile était inévitable. Quand je dis l'Orient, je dis la partie Est, bien entendu. L'Occident a donné à toute faction anti-russe en Ukraine, par le biais de l'Allemagne, par le biais de l'Angleterre et des États-Unis, et puis également de la France. Caniche, tu es caniche, tu resteras. Sarkozy, merci. Donc, effectivement, tout le crédit a été donné à toutes ces factions parasites, mais dangereuses et destructrices, dont elles avaient besoin pour s'organiser suffisamment, bien entendu, pour permettre à d'autres de prendre le pouvoir. Même à l'été 2014, il n'existait, aucun indicateur fiable de la performance économique de l'Ukraine. Le marché noir étant devenu l'économie réelle, toute forme de crédit venant de l'Ouest a été infusée dès la fin de l'affaiblissement de la Russie. Cependant, même si cela s'est avéré être une double croix, car cela promettait une assistance non remboursable, cela donnait à la capitale occidentale le bon d'achat, de morceaux de terre ukrainienne, comme si, ma foi, il s'agissait de marchandises sur le marché libre. Alors, les principales hausses de prix de tous les articles de première nécessité ont été le résultat, principal, ainsi que l'annulation de tout ce qui pourrait être considéré comme l'indépendance ukrainienne. Kiev, qui est maintenant sous séquestre, est désormais administré à partir de Bruxelles et de Washington. Ça a bien entendu empiré en janvier 2015. Le Fonds monétaire international refuse toujours de libérer des fonds promis sous condition d'un coup d'État. Cela signifie finalement au fond que l'Ukraine n'a pas de revenus réels ni de perspectives. Le fait est que l'accord initial était mutuellement bénéfique. L'élite ukrainienne a échappé à sa dette et à, la désintégration littérale des infrastructures ukrainiennes, alors que les élites occidentales avaient essentiellement une nouvelle colonie. Vous vous souvenez, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en Russie avec l'ivrogne d'Eltsine. Alors les seules personnes qui n'ont pas profité sont bien entendu le peuple, les Ukrainiens, commencé, compte tenu des coupures massives dans les dépenses sociales intervenues
immédiatement après le coup d'État, et cela a eu pour conséquence, on pourrait même définir cela comme un véritable désastre. Alors le résultat de cette prise de conscience fut une nouvelle dévaluation de la monnaie, bien entendu dévaluation de la monnaie ukrainienne. Depuis que le FMI a exigé, je dirais, qu'il y ait des réformes, l'échec continu de l'économie ukrainienne, son aliénation de la Russie et son désintérêt total pour ses produits occidentaux, la monnaie n'a rien, je dirais, pour la renforcer. Son échec était assuré lorsque, je dirais, l'État n'intervenait plus dans la valeur de la monnaie. Je dirais, tout le moins, il s'agit d'une représentation fidèle de l'économie ukrainienne sans production. Et donc, par voie de conséquence, il ne peut y avoir de valeur monétaire. Alors, les tarifs des services publics ont augmenté en moyenne une hausse de, je dirais, exponentielle de 50%. D'autres augmentations, bien entendu, sont encore à l'étude. Alors, il en va de même pour les impôts, et tout cela à la demande du FMI. Quand le FMI ou la Banque mondiale rentrent dans un pays, ce sont des réformes drastiques. Alors, il semble que chaque jour, de nouvelles taxes sont inventées. Certains nouveaux sont un impôt sur le revenu, sur les dépôts bancaires et tous les biens immobiliers. En déposant et en retirant de l'argent d'une banque, l'État en prend bien entendu, en prélève une partie. Les retraites continuent leur chute, ce qui a conditionné effectivement aussi, et ça on ne le dit pas, la volonté des habitants de Crimée à intégrer la Russie, et se sont vus, pour ce qu'il en est des retraités, une augmentation exponentielle de 50%. Donc ils ont bien compris là où était leur intérêt, en dehors de leur origine ethnique, qui favorisait effectivement le fait qu'ils demandent leur réintégration avec la mère patrie. Il faut y voir aussi beaucoup d'avantages. Beaucoup de militaires ukrainiens, et ça on ne le dit pas, à commencer par la marine, vers Sébastopol, ont fait défection et ont préféré rejoindre la Russie, précisément la Crimée russe, pour des raisons également, je dirais, de salaire. Alors, on peut dire que, comme je l'ai précisé, finalement, au fond, on peut noter que le contraire se produit, comme je viens de le dire, en Crimée, où de nouveaux investissements ont entraîné une hausse des salaires et une production réelle en forte augmentation, et l'ouverture des marchés russes et asiatiques, plus précisément chinois. Et porte ouverte vers les BRICS. Donc, on peut considérer qu'après le coup d'État, Rada, c'est-à-dire le Parlement ukrainien, a présenté un projet de loi autorisant le gouvernement, ce qui signifie la capitale occidentale, à avoir pleinement accès à tous les comptes bancaires de tous les citoyens ukrainiens. Le Trésor a promis que tout l'argent serait finalement restitué sous forme de titres gouvernementaux, ce qui prouve le niveau total de cynisme parmi les gardiens nommés par les Occidentaux du pays. Le plus étrange, c'est que le FMI fait beaucoup de demandes, dont certaines sont assez irrationnelles, mais semble, je dirais, éviter de parler de détrôner les oligarques ou de créer de véritables conditions pour les petites entreprises. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le temps presse et ces tactiques de la terre brûlée sont purement, je dirais, à court terme, une véritable gabegie. Alors bientôt, je dirais même, la monnaie n'aura plus aucune valeur. On va arriver à avoir une monnaie de singe. Et l'Ukraine ne sera plus une cinquième ferme mondiale pour les matières premières et les esclaves sexuels. Alors je pourrais aussi vous parler un petit peu de tous ces producteurs de porno qui aujourd'hui trouvent le marché
qui est bien fort intéressant. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, bien entendu, tout créancier doit agir rapidement pour récupérer ce qui reste avant que toute la fraude ne se transforme en un véritable chaos. C'est du délire quand on y réfléchit. Comment on peut encore soutenir ce que les Occidentaux ont fait là-bas? Alors, on sait finalement que le coup d'État a été récompensé par une libération d'environ 4,6 milliards de dollars sans condition. Je dis bien sans condition. Et c'était un gain. Le problème, c'est que 3,7 milliards de dollars ont été restitués immédiatement sous forme de paiement d'intérêts sur des dettes antérieures. Je dirais qu'il n'est pas surprenant que la Banque nationale de l'Ukraine admette que le déclin des secteurs de base de l'économie ukrainienne a été de 9,6% et qu'il se poursuit. Les 5 secteurs de base sont l'industrie, la construction, l'agriculture, le commerce de gros et le commerce de détail. Et le volume total de la production industrielle a diminué de 10,7%, la construction de 21,7%, le commerce de détail de 8,6%, et la seule industrie dont la production a augmenté, c'était l'agriculture de 2,8%, en raison de la récolte record de céréales. Alors, finalement, au fond, c'est comme si on lisait un document rédigé par un nationaliste russe. La banque a affirmé que l'échec actuel résultait de la poursuite de la guerre civile, de la faiblesse de la demande extérieure, de la dégradation des relations avec la Russie, de la dépression, je dirais, persistante des puissances occidentales, et tout cela a conduit à une population dépourvue de confiance en l'avenir et sans réel pouvoir économique. Alors la récolte record dans l'agriculture a été un développement positif, sauf que personne dans l'Ouest n'a vraiment de produits ukrainiens. La Russie aimerait être sur ce marché, mais cela est devenu problématique. Symbolique ouverture au marché de l'Union européenne a été ajoutée pour clore le rapport sur une note positive, mais je dirais que cela tient compte du fait que le marché occidental est saturé avec ses propres produits. Pourquoi ils ont également besoin de produits ukrainiens fabriqués pour le marché russe, là, à mon sens, reste un mystère de l'économie de l'établissement. Alors, pour faire suite, je dirais que le Fonds monétaire international travaille à la conception de nouvelles voies pour l'autodissolution, je dirais, de l'Ukraine. Nous avons eu, en cas d'espèce, notre fameuse Christine Lagarde, cette européiste pro-atlantiste déclarée, porte-parole du FMI, récemment nommée, puisque je fais une évolution de l'histoire depuis le coup d'État de l'Ukraine. Alors, elle s'est introduite, je pense, dans un article, et je crois que c'est un article du Monde, me semble-t-il, et elle fait des annonces assez surprenantes. Et lorsque la guerre civile, je dirais, a éclaté pour la première fois, suite, bien entendu, du coup d'État soutenu par l'Occident, l'argent intelligent qui soutenait que les russophiles de l'Est ne pourraient pas durer tout l'hiver, comme toujours les universitaires avaient tort. Mao n'avait pas tout à fait tort là-dessus. Et comme toujours, les conséquences de leur incompétence étaient aussi terribles qu'ils n'osaient le prétendre ou le dire exactement. Alors, dans un euphémisme qui caractérise, je dirais, la personnalité bureaucratique, revenons encore une fois à cette sinistre personne, Lagarde a déclaré, je cite, « Aujourd'hui, ces théories ne sont plus tenables. Aujourd'hui, nous développons de nouvelles options plus spécifiques, donnant à Kiev plus de temps pour développer un système réformiste
la sous-estimation subit sa propre déconstruction, poursuivit-elle. Il est probable que les engagements financiers de l'Ukraine seront plus élevés que prévu. Tout cela dépend toutefois de la situation à l'Est. C'est la priorité aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à ce que le FMI soutienne les réformes s'il ne pouvait pas y en avoir demain. 20% du PIB, du PIB, la relation entre l'économie et la situation militaire est claire. Enfin bon, revenons à la réalité. Une des meilleures réponses à la propagande occidentale a été l'écriture de Marchenko, qui est un économiste et qui est président de la Confédération ukrainienne du travail. Son argument est clair et presque impossible à débattre. J'explique. Le coup d'État soutenu par l'Occident a promis ce qu'il ne pouvait pas offrir. Élections libres, prospérité, droits de l'homme, presse libre, niveau de vie en hausse, accès aux nouvelles technologies, éducation, instruction. Les personnages derrière cela savaient que ce n'était pas vrai. Mais leur avenir financier dépendait du renflouement du capital occidental en échange du travail de millions d'autres personnes. C'est clair. On leur a vendu du rêve, ils ont aujourd'hui la réalité du cauchemar. Donc, un faible nombre, effectivement, sont dans un rêve éveillé. Alors, cependant, comme tout le monde le sait, toute personne bien informée au moment du coup d'État, cela a été annoncé que tous les salaires des enseignants allaient diminuer, tandis que leur charge de travail augmenterait. Le nombre d'écoles serait réduit et toutes les pensions gelées au niveau de 2014. L'âge de la retraite a été élevé à 65 années et augmentera par la suite. Promesse non tenue, bien entendu. Aucune augmentation du coût de la vie et tous les repas scolaires ont disparu. Ça ne vous rappelle rien, c'est ce qui s'est passé avec Pinochet. Conséquence de la disparition du lait dans les écoles et bien entendu de la viande dans les réfectoires. C'est trop coûteux. Les hôpitaux doivent payer tous les repas, tandis que les citoyens doivent payer 80% des soins médicaux. L'aspect le plus irritant de ce fait était qu'ils étaient connus à l'époque que en phase finale. Bref, c'est un véritable réussite. Alors, bien entendu, ce n'est que le début, chers amis. Chers amis, ce n'est que le début. Et ces coupes humiliantes seront progressivement augmentées en échange de l'aide du FMI. Le coup d'État dans son ensemble était basé sur un mensonge, encore un, comme je l'ai expliqué précédemment pour d'autres, qui impliquait également toutes les organisations de médias occidentales. Près de 100% des universitaires occidentaux ont encore une fois tort, comme d'habitude, même lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort à propos de Yushchenko. Pourtant, toutes ces personnes, aucune conséquence ne leur sera imposée, leur prestige ne sera pas vicié, Bernard-Henri Lévy bénéficie encore d'une aura, et leurs propres salaires augmenteront, car ils sont devenus effectivement les intellectuels du pouvoir. C'est comme si un chirurgien tuait constamment ses patients, saignait sa famille et faisait de fausses demandes à l'assurance maladie. Et alors, comme on le sait, l'opinion publique, il continuait à recevoir une promotion l'une après l'autre. En parlant de ce phénomène, Marchenko, responsable syndical du travail, écrit, je cite, la caractéristique principale de l'Ukraine contemporaine est que tout le pouvoir politique et économique du pays appartient à ceux qui ont organisé Euromaïdan. Son coup d'État et sa prise de pouvoir violente, ce sont des hommes qui ont financé et mené à bien la propagande d'Euromaïdan après une population hébétée, zombifiée et tétanisée. Alors, cette je terminerai là parce que je pourrais faire des heures, mais cette zombification est le résultat d'une humiliation constante et du sentiment sans fin d'une réelle impuissance, tandis que la machine orwellienne répète à quel point la modernité les a habilités. Ce sont les
conflit cognitif, la confusion conceptuelle, le doute de soi et la dépression qui mènent finalement à la liquidation totale. L'Ukraine est probablement le père seul que la plupart des pays du monde, et les événements finalement au fond survenus en Ukraine au cours des 18 décennies ont laissé bien plus de questions que de réponses. La presse américaine s'est montrée si incompétente, mais ça, on pourrait faire une émission là-dessus. La presse américaine s'est montrée si incompétente dans ce domaine que la lecture de tout traitement dans les ressources principales est une perte de temps. Le lecteur, finalement, au fond, en saura moins quand il aura fini et quand il aura commencé. Quand une situation politique est obscure, les bidouilleurs journalistiques peuvent plus ou moins dire ce qu'ils veulent. Seuls quelques-uns pourront répondre, et leur réponse sera exprimée dans une langue que le lecteur moyen trouvera mystérieuse, voire obscure. L'Ukraine est un bel exemple, je dirais, graphique, déprimant de ce que l'Ouest fait de ses alliés les plus petits et les plus faibles. L'URSS n'était pas un gouvernement parfait, je ne vais pas oser dire cette chose, mais elle offrait au moins la protection contre les pires éléments de la violence et de l'agression libérale. Et aujourd'hui, l'Eurasie et l'Organisation de coopération de Shanghai sont tout ce qui existe pour prendre finalement au fond sa place. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis, ma foi, à la prochaine chronique.